Bonjour, aujourd'hui on va étudier un autre chapitre du programme de spécialité de terminale, les nouveaux espaces de conquête, et pour être plus précis, les océans et l'espace. Alors, l'idée de ce chapitre, c'est qu'à l'heure où l'ensemble des espaces terrestres de la planète ou presque sont plus ou moins connus, il reste deux territoires encore en pleine exploration, les océans, et plus particulièrement les grandes profondeurs, et l'espace. Pour vous donner une idée, seules 5 personnes sont allées dans l'endroit le plus profond des océans, c'est-à-dire la fosse des Mariannes, on est à moins 10 971 mètres. Tandis que 12 personnes sont allées sur la Lune. Bon, ceci dit, les deux réunis, ça fait toujours pas de quoi faire 2 équipes de foot à peu près correctes. Autre surprise, c'est que cette connaissance de l'espace ou des grands fonds océaniques, elle se traduit aussi par la cartographie de ces lieux. Or, là aussi on a une grande différence, seulement 20% des océans sont cartographiés avec une résolution moyenne de l'ordre du kilomètre, quand la Lune, elle, est cartographiée avec une résolution de 20 mètres. Vous voyez donc que les lieux les moins connus ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Alors, pourquoi ces nouveaux espaces de conquête sont-ils autant convoités ? Premièrement, parce qu'ils sont pour les États un moyen d'affirmer leur puissance. C'est vrai pour les mers et océans. Dès l'Antiquité, vous le savez, les Phéniciens, les Grecs dominaient la Méditerranée, plus tard les Chinois dominèrent une partie du Pacifique ou de l'océan Indien, les Portugais, les Espagnols se lancèrent dans les voyages de découverte, les Anglais plus récemment régnèrent sur les mers et océans du globe, etc., etc. Aujourd'hui, les océans permettent aux États de montrer leur puissance, notamment militaire, que ce soit sur l'eau avec les porte-avions ou sous l'eau avec les sous-marins. À ce petit jeu, les États-Unis restent la puissance thalassocrator, dominant grâce à sa flotte, mais elle voit se développer de nouveaux concurrents, comme la Chine avec ses 3 porte-avions ou encore la Russie et l'Inde, qui viennent s'ajouter à des forces navales traditionnelles comme la France ou le Royaume-Uni. Alors ce qu'on appelle le Sea Power est un moyen de protéger des territoires, avec la dissuasion nucléaire par exemple, ou d'en revendiquer d'autres, comme en mer de Chine méridionale, ou encore de régler des litiges frontaliers liés aux ZEE, les fameuses zones économiques exclusives. Ce Sea Power, il est aussi un moyen de montrer sa force, et c'est ce que fait la Chine quand elle construit en 5 ans l'équivalent du tonnage de toute la flotte française. Bon, il en est de même dans l'espace. La conquête spatiale, qui a été lancée pendant la guerre froide, fut aussi l'occasion pour les leaders des deux blocs de montrer leur puissance. Dans cette course, ce sont d'abord les soviétiques qui prirent l'avantage, avec le premier satellite artificiel, le fameux Spoutnik, puis le premier homme dans l'espace, pour ne prendre que les 2 exemples les plus marquants. Mais les États-Unis reprirent le dessus avec le premier homme sur la Lune, cette fois en 1969, et puis à la fin du XXe siècle, on verra apparaître aussi l'Europe en tant que puissance spatiale, même si elle est plus orientée économie, on va dire. Aujourd'hui, la course à l'espace est bouleversée par l'arrivée de nouveaux pays, la Chine, l'Inde, qui veulent montrer leur puissance, mais aussi l'arrivée de nouveaux acteurs privés comme SpaceX d'Elon Musk ou encore Blue Origin de Jeff Bezos, qui eux y cherchent davantage un intérêt commercial. Tout cela forme ce qu'on appelle le New Space, qui désigne à la fois l'ouverture de l'espace à de nouveaux acteurs et à de nouveaux enjeux. L'espace est donc à la fois un moyen d'affirmer sa puissance technologique, puisqu'il faut être capable d'y aller, mais aussi militaire, car même si l'espace doit être utilisé de manière pacifique depuis le traité de l'espace signé en 1967, on sait bien que les satellites offrent aussi de nombreux usages, certes civils, mais qui peuvent être, pourquoi pas, militaires. Ce qui nous amène aussi à la deuxième raison pour laquelle ces espaces sont convoités, ce sont les ressources. En effet, si l'espace et les océans et leur grande profondeur intéressent tant les États, c'est parce qu'ils contiennent de nombreuses ressources dont certaines sont encore peu ou pas exploitées. Alors, pour les océans, au-delà de la pêche ou des ressources halieutiques, il s'agit bien sûr des ressources en hydrocarbures, gaz et pétrole, et de plus en plus des ressources en terres rares. Le pétrole du XXIe siècle, si vous voulez, ce sont des minerais qui sont nécessaires dans tout ce qui constitue nos ordinateurs, micro-composants, etc. Or, ces minerais se trouveraient en grande quantité non seulement sous l'eau, mais aussi dans l'espace, notamment dans les astéroïdes, et les acteurs spatiaux commencent déjà à s'y intéresser. L'entreprise chinoise Origin Space prévoit par exemple d'exploiter commercialement les astéroïdes d'ici 2045, et SpaceX envisage de mettre en orbite une usine avant 2025, c'est-à-dire quasiment demain. Accessoirement, cet intérêt pour les ressources spatiales pose le problème de leur propriété. Le traité sur l'espace de 1967 n'est pas très clair sur ce point et les États-Unis ont déjà voté une législation qui leur permet de revendiquer les ressources extraites. C'est pourquoi certains plaident pour que soit mis en place un texte semblable à la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer. Celui-ci prévoit qu'une autorité internationale des fonds marins est chargée d'accorder des licences d'exploitation minière en eau profonde sur la base du paiement de redevances qui sont ensuite redistribuées à l'ensemble des pays de la planète.
Si on fait la même chose avec l'espace, l'espace deviendrait alors, comme les fonds marins, un patrimoine mondial de l'humanité. Là aussi, c'est déjà prévu par le traité sur la Lune signé en 1979, mais seulement 18 pays l'ont ratifié, dont aucune puissance spatiale. Pour finir sur une note plus positive, les océans et l'espace sont aussi des lieux de coopération, le plus symbolique étant bien entendu l'ISS, la fameuse Station spatiale internationale. Ce projet, qui a été lancé par les États-Unis dans les années 80, se concrétise à partir de 1998 avec l'assemblage des premiers modules, et il associe États-Unis, Russie, Agence spatiale européenne, Japon, etc. C'est à la fois un défi financier, parce qu'il y a un coût global d'environ 150 milliards de dollars, un défi technologique pour assembler la station, y vivre, la ravitailler, un défi scientifique, bien sûr, puisque des expériences sont faites à bord, en vue notamment de voyages plus lointains vers Mars, par exemple. Et puis enfin, c'est un défi géopolitique. L'ISS est un exemple du multilatéralisme que défendaient les États-Unis dans les années 1990. Cette coopération, on la retrouve aussi pour les océans, mais de manière moins spectaculaire, de manière plus limitée peut-être, avec la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer, plus connue sous le nom de Convention de Montego Bay, signée en 1982, et qui met en place les zones économiques exclusives et l'Autorité internationale des fonds marins. Ou encore, autre exemple de coopération, la mise en place à partir de 2018 d'une conférence internationale sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales. En abrégé, ça donne BBNJ. Voilà. En résumé, on voit bien que l'espace et les océans sont des territoires convoités parce qu'ils permettent l'affirmation de la puissance, mais aussi parce qu'ils contiennent des ressources. Et du coup, forcément, cela peut créer des tensions entre les États, et ça nécessite aussi, pour une exploitation, on va dire, durable de ces espaces, une coopération pour pouvoir gérer ces ressources. Une coopération qui, on le voit bien, malgré l'ISS, a souvent du mal à exister face aux intérêts particuliers des États ou des acteurs privés, ce qui semble être de plus en plus la norme dans les années à venir. Voilà en très résumé encore une fois les points essentiels que l'on pouvait voir sur ce chapitre de spécialité de terminale consacré aux nouveaux espaces de conquête. Merci et à bientôt.